Bien, merci beaucoup, Lucas, pour ce film. Pour les besoins du site, je vais poser quelques questions à Lucas et ensuite on ouvrira le débat avec vous tous. Comme tu l'expliques au début du film, Lucas, tu es parti en Syrie et ton moteur principal était un livre écrit par ton grand-père avec des photographies. Moi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu dessus, même si tout le monde a un tout petit peu compris. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ces photos et dans ce livre? Est-ce que c'était ton seul lien avec la Syrie avant le film? Alors, donc en 2009, je parlais à peine quelques mots d'arabe et je ne suis jamais allé en Syrie. J'avais 24 ans et j'ai voulu au départ me rendre en Syrie avec le livre que mon grand-père a écrit sur son expérience en tant que méhariste entre 1928 et 1931 durant le mandat français. Et il a pris des photos. Donc, j'avais lu son livre. J'ai retrouvé ses photos adolescent. Et voilà, j'ai grandi un peu avec ce mythe, sachant que c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez lié à l'histoire. Il a été grand résistant après. Il a été aussi en Syrie en 40, en 41. Il est passé du côté vichiste au côté résistant. Enfin, il était dans l'armée parce qu'il était militaire. Et il est devenu résistant. Après, il était en Algérie. Ensuite, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, il a écrit des articles dans le monde diplomatique. Il a écrit plusieurs livres sur le monde arabe, l'Irak notamment, un livre qui s'appelle L'Irak d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un personnage comme ça dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que je n'avais pas connu. Il est mort 7 ans avant ma naissance. Et surtout, ces photos, j'étais frappé parce que c'était des photos esthétiquement très belles et qui pouvaient être aussi... il y avait des photos bien sûr, des revues de troupes, des photos que des militaires pourraient faire, mais beaucoup de photos d'amitié, des photos aussi de paysages et beaucoup de portraits. Voilà, une pratique vraiment du portrait. Et j'avais envie, à mon tour, d'aller en Syrie. Bien sûr, j'étais beaucoup plus documenté que seulement le livre, mais j'avais envie de vivre ce voyage et d'essayer de retrouver les personnes qui pourraient reconnaître leurs parents sur les photos et de leur rendre les photos et ce faisant, découvrir la Syrie, que ce soit l'occasion de rencontres et faire une espèce de carnet filmé, voilà, avec une quête, retrouver surtout les enfants d'Ahmed Motlek et Ahmed Emen Nebel. C'était ça le... Les photos, au-delà de l'enquête elle-même, c'est-à-dire retrouver les traces de ton grand-père et les personnes qui l'ont connu, sont un moyen de nouer un échange, faire parler les gens de leur vécu. On a le sentiment que ça s'inscrit un tout petit peu dans une démarche un peu anthropologique et tu choisis donc de couvrir une région qui est très peu verte, où il y a très peu de camps et très peu d'images sur la Syrie. C'était aussi ça que tu cherchais aussi, c'est faire parler de la Syrie d'aujourd'hui à travers ces livres? Oui, l'idée, c'était évidemment, il y avait une réflexion sur l'histoire, une réflexion critique sur la colonisation. Donc, c'est sur le mandat qui est une période très ambiguë et en France très méconnue d'ailleurs, parce que pendant plus de 20 ans, il y a eu une présence administrative et militaire de la France en Syrie. Et en France, la plupart des gens ignorent même ça. Et donc, il y avait le travail sur la mémoire et l'histoire qui m'intéressait, une mémoire locale, mais aussi, si ça se passe autour de Palmyre, c'est parce que, principalement autour de Tagmor, donc, et dans la Badia autour, vers aussi Deir ez-Zor, un peu Soukhneh, il y a des images de Soukhneh dans le film. Ouais. C'est tout simplement parce que le livre de mon grand-père parle beaucoup de ces lieux. Voilà. Oui. J'ai commencé en allant à Alep, le début du film, il y a des images du souk d'Alep et on voit aussi le Kamat. Et je suis allé à d'autres endroits, à Homs, je suis allé à Hama, je suis allé à Damas, bien sûr. Mais l'essentiel de mon temps, c'était voilà. Dans le désert, où il y a très peu de choses. On ne filme pas en Syrie sans autorisation officielle. Et, c'est un peu encore moins dans la série des Hassan, père et fils. Tu le dis bien. Et il y a un moment dans le film d'ailleurs où tu parles de cette surveillance, des Mukhabarat qui te surveillent et d'une surveillance. Et est-ce
que ça a été un avantage pour toi de partir comme ça, seul, avec ta caméra, et ça t'a donné plus de liberté pour parler aux gens, ou il y a au contraire des moments où tu aurais voulu avoir une autorisation? En tout cas, quelles étaient les conditions de tournage pour toi, si tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur… Alors, en fait, je connaissais pas mal de gens quand même Ouais. en Syrie, surtout à Damas, à Yarmouk aussi. On m'avait bien dit, tu pourras rien faire en Syrie si tu demandes des autorisations. Ouais. J'avais demandé au début, je voulais avoir peut-être un parrainage par l'Institut français du Proche-Orient. Et en fait, on m'avait dit n'en demande pas. De toute façon, enfin voilà, je savais très bien que filmer sans autorisation, étant donné que j'avais un petit matériel, que j'avais envie de rencontres humaines, je cherchais des personnes. En fait, un voyage d'image en visage, c'est pas du journalisme que je fais, c'est pas non plus, voilà, je filme pas les ruines, pas que les ruines. J'avais vraiment envie de rencontrer des gens, de rentrer dans des intimités, de me faire inviter. Donc, j'ai vu une toute petite caméra qui pouvait être celle d'un touriste, en fait. Je trouve que c'est une bonne caméra, mais elle passe inaperçue avec un petit micro. J'avais à de nombreuses reprises, on me posait des questions dans la rue, pourquoi tu filmes, etc. Machin. Mais c'était exclu, en fait. Je sais très bien que les autorisations, ça voudrait dire avoir c'est ça, un parcours fléché. Et à la toute fin, j'étais en 2011, c'était c'était mi-avril. J'avais même mi-fin avril. J'ai eu finalement une autorisation parce qu'on m'a demandé en fait on m'a demandé et j'ai pas pu faire autrement. Donc en gros, avec un ami Abdul Salam, qu'on voit dans le film, on a écrit une lettre pour Turquie en disant je recherchais des gens parce que je n'ai pu trouver personne, ils sont tous morts. Par contre, la Syrie est un beau pays, etc. Et malgré ça, j'ai dû appeler donc, quelqu'un à l'Institut français du Proche-Orient qui m'a envoyé une lettre au ministère de l'Information syrienne qui disait que j'étais étudiant en histoire de l'art, que je faisais des recherches sur les ruines de Palmyre et que je pouvais filmer les ruines accompagné de quelqu'un du musée. Et donc, ce faisant, voilà, c'était plus possible. Et je me suis assuré que je n'ai créé aucun problème à personne. Et voilà. Il y avait la question de la sécurité des gens. C'est ça, c'était mon inquiétude principale à ce moment. Après, ma démarche n'était pas. Il y avait une volonté politique sous-jacente, mais c'était pas une démarche politique, c'était vraiment une démarche documentaire, peut-être anthropologique, mais aussi tout simplement amicale, de réflexion sur l'histoire. Il y avait c'était un road movie mémoriel. L'idée, c'était pas. Il y avait quand même l'idée de parler du régime de Mouhabarat, j'avais lu la coquille de Mustafa Khalife. Voilà. Palmyre, pour moi, c'était aussi la prison. J'avais envie qu'il y ait à côté de la quête, comme dans un carnet, j'évoque la situation politique pour les gens, le rapport à l'autorité. Mais c'était un voyage. J'avais surtout envie de pouvoir être libre, de rencontrer vraiment les personnes. En 2011, tu es surpris, comme nous tous d'ailleurs, par cette révolution qui éclate en Syrie, par les manifestations. Tu dois interrompre à ce moment-là le tournage de ton film. Comment tu as vécu cette interruption et comment tu as pu suivre ensuite les événements? Et est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit je reprendrai le tournage à un moment donné? Est-ce que tu pensais à une suite plus tard ou c'était quelque chose qui était terrible sur le moment et comment tu as vécu ça? Alors, il y a le film d'une part, oui. Et d'autre part la vie et les sentiments qui sont pour moi très mêlés, mais j'étais persuadé que quand j'ai commencé à financer, donc j'ai fait 2 séjours, un de 2 mois et un plus de 2 mois, 2 mois, 3 mois, j'étais persuadé que j'allais revenir. Pour moi, beaucoup de moments, c'était du repérage. J'avais envie de revenir. Il y a une amie libanaise qui s'appelle Danielle Davy, qui enseigne à l'Alba Beyrouth, qui est venue dans le 2e voyage avec moi dans le 2e séjour pendant 2 semaines à un moment donné pour poser des questions plus précises, par exemple le Metlek,
et surtout à Ahmadi Ben Debel, il y a un échange à un moment donné plus poussé et beaucoup d'images qui ne sont pas dans le film a pu être fait parce que j'étais avec quelqu'un, une amie, qui m'aidait, enfin qui faisait une traduction. C'est pas forcément les plans les situations les plus fortes pour moi, mais l'idée c'était vraiment de revenir. J'avais plein d'envies, c'était des relations qui se tissaient. J'avais voilà une enquête à faire plus loin. Donc en termes de tournage, le film n'était pas du tout terminé. Et après, j'étais très. Il y avait déjà eu ce qu'on appelle le printemps arabe en Tunisie, en Égypte et au Bahreïn, etc. Et je pense, en Syrie, j'étais très attentif sur ce qui pouvait se passer, mais je ne pouvais pas imaginer que la révolution serait aussi réprimée, aussi violemment aussitôt, et que ça se transforme en bain de sang, en une guerre, un conflit qui se mondialise, qui n'est pas terminé. Et là, mon film, qui est un film finalement intime sur des petites choses de la vie, une autre dimension. A pris une autre dimension malgré moi et que j'ai pas pu anticiper et qui a été beaucoup moins grave, qui a été subi beaucoup moins grave parce que les personnes que j'ai filmées ont subi existentiellement. Ça me semble comme une mesure, mais pour parler spécifiquement du film, il y a eu un temps de suspension. Que faire de ça, en fait? Que faire des images de personnes qu'on a mis du temps à retrouver, avec qui une relation se crée, avec qui on a des envies de cinéma, des envies de rencontres, et ces personnes on n'a plus de nouvelles, certaines meurent, d'autres sont déplacées. Les situations sont extrêmement précaires. Ils ont tous des drames dans chacune des familles, des personnes emprisonnées, des personnes, voilà, les familles éclatées. Et que faire de cette petite quête, en fait? Et qu'avec du temps, on me disait, notamment mes amis syriens, en France, j'en ai rencontré beaucoup à partir de 2014, notamment à Bordeaux, je vivais, et tous me disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec ces images? C'est extrêmement précieux, c'est des moments, c'est ça qu'on a envie aussi de montrer, continuer de montrer. Et finalement, le film trace une ligne, trace une continuité entre cette première démarche que j'ai essayé de poursuivre, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais qui a été obligée de se transformer. La Syrie que je recherchais, elle se retrouvait dans l'exil, en fait. Elle se retrouvait les personnes que j'ai mis du temps à trouver, qui souvent vivaient dans la même maison où leurs parents ou leurs grands-parents vivaient, ou juste à côté. La maison, aujourd'hui, elle est détruite. Et en l'espace de 8 ans, mémoire immédiate complètement explosée et tout bouleversé. Alors, voilà. C'est ça aussi l'histoire, c'est-à-dire on est rattrapé par l'histoire et le travail documentariste est aussi de conjuguer avec le présent qui se fait. La guerre, elle est à la fois présente et absente dans son film, parce qu'elle a été la cause d'interruption du film, mais en même temps, elle est là dans mes dialogues, dans ce que tu relates. Et puis, il y a des événements chronologiques qui se passent et que tu ne filmes pas, mais dont on entend parler. Il y a par exemple les événements de Palmyre, dont toute l'actualité mondiale, la destruction archéologique de Daesh, mais à laquelle tu rends hommage au début du film à travers les images des vestiges, des ruines, à travers un personnage. Et je dirais qu'il y avait cette façon de narrer le visible et de l'invisible. Enfin, je ne veux pas reprendre ce que disait Godard, il y a le visible et l'invisible, et en filmant que le visible, on fait un téléfilm, c'est ce qu'il disait. Et cette façon aussi, enfin, j'ai un autre plan dans le film qui personnellement m'a touchée. C'est ce rond-point sur lequel tu poses ta caméra pour parler de la prison de Palmyre, le lieu même qu'on ne peut pas filmer, qu'on ne peut pas montrer à l'image. Est-ce que ce sont des choix comment sont venus ces choix, c'est-à-dire de filmer des moments de silence, en fait, des non-dits, et en même temps, tu arrives à faire dire des choses sans les images, en fait.
Tu peux nous expliquer un tout petit peu, Oui. cette démarche Ah oui, là, tu parles du hors-champ. du hors-champ, tout à Cette fait. séquence avec le rond-point Cadmos, d'Awar Cadmos, qui est très près de la prison, à 500 mètres, euh, mais qui est dans la ville. La prison est un peu à l'écart. En fait, ça, c'était quelque chose tel que j'imaginais faire au départ, à savoir, le film se fait dans les rencontres, mais à côté, il y a la prison que je ne peux pas filmer. Je filme le rond-point parce que je ne peux pas filmer la prison. Et la question de la guerre pose la question de ma place. Euh, euh, et ça a été des réflexions, des temps très difficiles émotionnellement. Quelle est ma place? La guerre me renvoie à ma place. Je ne suis pas sous les bombes, je ne suis pas dans un pays en guerre. Je ne peux pas, je n'ai pas filmé la guerre. D'autres l'ont fait et l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix et l'ont fait très bien dans des démarches comme Return to Homs, comme Our Terrible Country, comme Still Recording et bien d'autres. C'est un nouveau cinéma syrien né de la Révolution avec souvent des jeunes réalisatrices ou réalisateurs et ça c'est leur place. Que faire à l'endroit donné. Quelle était ma place? C'était quelqu'un qui avait un projet à la fois de rencontre humaine et un projet de réalisation de film, un projet de recherche, et j'étais très embarqué dedans. J'ai embarqué des gens avec moi, des gens qui attendaient aussi, la plupart des personnes dans le film attendaient que je fasse un film, ce qui était important pour eux sur la mémoire de leur famille, la mémoire de Palmyre, sur une histoire locale, sur la relation entre la France et la Syrie, sur le rapport au désert, le rapport au monde bédouin avec les autorités. Ça, c'était des choses que je continuais à trouver importantes, même si elles étaient en décalage avec l'importance du drame vécu par les Syriennes et les Syriens. Je ne pouvais pas montrer la guerre parce que je n'avais pas filmé, parce que aussi je ne voulais pas la montrer. Qu'est-ce que je pouvais montrer? Je pouvais montrer ce que j'avais. C'était ces moments qui sont les moments importants pour moi et qui sont importants pour les gens que j'ai filmés et qui est un endroit de la Syrie déjà qui est très peu montré, ou en tout cas on la montre les ruines, par exemple, on ne la montre pas pour les gens. Voilà. S'il y a beaucoup de gens, il y avait 40 000 personnes qui vivaient avant la guerre, un tas de morts. Ensuite, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus se réfugier. Il y a eu jusqu'à 100 000 personnes, même 200 000 personnes à Palmyre. Puis après, les gens sont partis vers Raqqa. Voilà. Et aujourd'hui, c'est, j'imagine, désert. Il y a une mine qui a sauté encore. Il y a une famille, enfin, 7 personnes qui sont mortes sur une mine il y a 3 jours. Voilà. Le film a trouvé sa place, qui est la mienne, celle d'un Français ami qui vit dans un monde en paix, qui pense aux personnes qu'il a filmées et qui a quand même envie de raconter cette histoire qui semble importante et qui évoque la guerre parce qu'on est obligé de la prendre en charge. C'est un événement qui s'impose, historique qui est tellement fort, qui touche de façon dramatique et durable et sans doute pour longtemps tellement de familles, tellement de personnes que ne pas en parler, c'est obscène. Mais je ne pouvais en parler que depuis ma place, voilà. Qui, je pense, est complémentaire et montre autre chose qu'un cinéma de révolution ou qu'un cinéma qui sera plus de reportage. Puis il y a cette question de la mémoire ou de l'archive, de la place de l'image qui est centrale, puisqu'il y a un moment de bascule dans le film. Au départ, tu pars sur la trace de la mémoire de ton grand-père, en tout cas sur la trace du passé. Tu es rattrapé par un présent et un moment, ce sont les images que tu as tournées en 2009 et 2011 qui deviennent elles-mêmes des archives puisque tu les montres. Est-ce que ça a été aussi ce matériau que tu voulais exploiter et que tu voulais quelque part avoir une réflexion autour de ça, de rôle de l'image et son rôle à un moment donné de l'histoire? Alors, ou c'était peut-être involontaire? Non, c'était pas du tout involontaire, mais ça s'est pensé au fur et à mesure. C'est-à-dire que mes images ont changé de statut.
Les images de mon grand-père sont clairement des images historiques. Et il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs, qui ne sont pas dans le film. Et ça, c'était des images datées qui représentent une époque que je pouvais montrer à des personnes qui s'en emparaient, qui racontaient des choses sur l'histoire, ou ça leur donnait des idées. Et les images, c'était un laisser-passer de créer de la rencontre. C'est un super beau langage, l'image, en fait, montrer une image, un visuel. Les images que j'ai filmées, comme toute image cinéma ou vidéo, c'est une image qui est au présent, c'est l'image de mouvement. Et jusqu'à aujourd'hui, et ça c'était volontaire dans le film, je pense que même si au début du film on sait qu'il y a eu la guerre, il n'y a pas de suspense, tout le monde le sait. Et la Syrie a une certaine place dans nos imaginaires et on pense à la guerre. Mais mon souhait, c'était que quand on regarde le film, on vit sans penser toujours à la guerre. Et c'est pour un hommage, et c'est aussi parce que ça a compté, et ça continue de compter aujourd'hui. Tous les gens que je connais qui vivent loin de chez eux aujourd'hui, les Syriens ou Syriennes qui vivent loin de chez eux, ils ont beaucoup d'images en tête, ils sont en recherche d'images, ils s'échangent des images sur les téléphones quand ils en trouvent. C'est quelque chose qui est important. C'est des images des personnes de Palmyre qui voient le film. Chaque visage, c'est des gens qu'ils ont soit connus personnellement, soit de vue, ou c'est un environnement très familier. Le moindre petit coin de rue qu'on voit, ça évoque des souvenirs, ça évoque quelque chose de réel, de vivant. Et ça, c'était pour moi, je voulais qu'on puisse regarder le film en oubliant à un moment donné la guerre. Pas pour la nier, mais pour que la vie des gens prenne de l'importance et prenne le pas. Voilà. Et il y a une bascule à un moment donné qui correspond à 14 mars 2011. Et parce qu'après, j'étais hors de Syrie et tous les gens que tous les gens que je connaissais cherchaient à partir de Syrie ou ceux qui ne pouvaient pas partir, c'était très, très douloureux, très difficile pour eux. Et ça l'est encore pour certains. Voilà. Alors, je vais peut-être poser encore 2 questions. J'ouvrirai le débat à toutes les personnes qui souhaitent poser des questions. Je voulais juste qu'on parle de cette voix off qui est dans tout le film, ou qui est ta voix et qui est là, où tu es un personnage aussi dans le film, pour nous parler un peu de ce choix-là. D'ailleurs aussi, parfois, on sent l'arabe qui est au départ un handicap. D'ailleurs, on voit tes progrès dans le film. C'est assez... T'en fais quelque chose, t'en fais un moyen d'échanger, et des moments qui sont tout en délicatesse et de tendresse d'échange avec les personnes. Est-ce que le fait de se mettre dans le film, c'était pas quelque chose de difficile, ou c'était vraiment volontaire? C'était une façon de... Alors, à partir du moment où en fait, je filme en subjectif, c'est-à-dire que je suis à la caméra et je suis le petit-fils tout autant que le filmeur, et je suis face à des gens que je rencontre. Donc, forcément, on m'entend derrière la caméra. Donc, on ne me voit pas, ou alors subrepticement à 2 reprises. À un moment donné, dans le rétroviseur d'un bus avec Abdul Salam à Amman, et en Jordanie en 2013, et en 2011, devant le feu avec la famille Tebel, et c'est Abdelrahim qui prend la caméra. Voilà. Je passe de l'autre côté, et c'est un clin d'œil à lui, qui aujourd'hui est mort. Et ma voix, à partir du moment où c'est un film à la première personne, la voix s'impose. Le film, c'est des fragments, c'est des rencontres, c'est un parcours, toute une trajectoire, et la voix contribue à lier. Mais je ne pense pas qu'elle fige. Elle rajoute, en fait, je me suis dit que la voix devait comporter des informations simples qui n'étaient pas dans les images, mais qui étaient importantes pour qu'on regarde le film, et que j'aurais regretté qu'elles ne soient pas dedans, et qui étaient importantes pour moi. Donc, ça dit l'à côté, ça peut parler du hors-champ, ça peut présenter quelqu'un en lui donnant un nom. Mais et ça dialogue avec les images, mais la voix off, elle apparaît de temps en temps, finalement assez peu dans le film. Et mon personnage, il apparaît surtout derrière la caméra quand on l'entend, ou par des gestes, ou par la caméra subjective qui regarde, et les personnes qui me regardent. Et ça, c'est
je voulais transmettre une expérience et reconstituer par le film une partie de l'expérience que j'ai vécue. Et bien évidemment, avec différents strates, il y a réflexion sur l'histoire, il y a, voilà. C'est une trajectoire que je propose aux spectatrices et aux spectateurs. Voilà. Tu as gardé contact avec certaines personnes du film? Oui, oui. Oui, bien sûr. Est-ce que tu suis leur événement et tu Ah as oui, gardé? oui, oui, bien sûr. Et ben, j'imagine que c'est un film, c'est aussi un hommage que tu as rendu aux Syriens et aux Syriennes, en tout cas de cette région, et une façon de témoigner. Est-ce pour toi une façon non seulement de témoigner, mais de retracer aussi leur souffrance tout en alertant les consciences et le monde sur la situation de la Syrie? Alors, j'espère. Bah, oui, alors je ne sais pas si j'ai peut-être sans pas. Que ça soit un film témoin de la guerre. Oui, pour moi, c'est un témoignage. Voilà, j'ai envie de montrer ce que j'ai eu la chance de connaître et qui me semble intéressant et fort et qu'on montre peu. Et effectivement, témoigner à hauteur d'homme, depuis ma place, de quelques éléments sur la vie de telle ou telle personne, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évoquées dans le film, évidemment. Et en tout cas, il y avait voilà, un témoignage. Enfin, avec, bien sûr, c'est un voyage et j'espère que. Je ne sais pas si le cinéma, je pense que ça ne change pas le monde, malheureusement, mais est-ce que ça éveille les consciences ou peut-être un petit peu? En tout cas, ça peut montrer des fragments de vie de personnes qui les ont perdus, peut-être aussi pour les gens qu'on nomme comme des réfugiés uniquement. C'est des gens qui ne voulaient pas tous partir, et en tout cas pas dans les conditions où ils sont partis. Ils ont souvent connu un déclassement social, une perte d'une certaine situation, plus ou moins bonne dans la société syrienne. Mais en tout cas, il y a des destins qui ont été brisés. Et là, voilà le photographe, par exemple, bien évidemment, et qui vit à Istanbul dans une tour, dans la banlieue d'Istanbul, dans une tour, il ne fait plus de photos, il a tout perdu. Voilà, et il a passé toute sa vie dans un magasin, le magasin est détruit. Ça montre, je voulais pas, c'est pas un film sur sa situation de réfugié, mais c'est un film sur ce qui a été important pour lui, pour d'autres gens. Et je pense ça fait du bien aussi de voir ça. C'est-à-dire que c'est un film qui est bien évidemment contre la guerre et qui critique envers le régime syrien, alerte sur une certaine situation, mais un film dans lequel j'espère on rit, parce qu'il y a des moments simples qu'on a tendance à plus montrer quand on parle de la Syrie. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup.